Bonjour, nous revoilà pour une nouvelle vidéo de la Wave TV. Et maintenant, le sommaire. Nous voici au phare de Grave et je vous laisse avec toute mon équipe pour un reportage passionnant. Il a connu beaucoup de choses et je pense qu'il aurait beaucoup à raconter par rapport à ce qui s'est passé autour de lui. Bonjour, je suis Christian, je suis administrateur du phare de Grave de Cordouan et du musée de phare et balises. Et donc je suis à l'association depuis une dizaine d'années et j'assure les visites comme pour vous aujourd'hui. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Le métier de guide depuis 1 an. Depuis quand existe-t-il et pourquoi ici? Il existe depuis 1834, donc il avait une vocation de guider les bateaux pour l'entrée à l'estuaire de la Gironde. Pourquoi on l'appelle le roi des phares ou le Versailles de la mer? Alors le roi des phares parce que au départ, c'est des rois qui ont demandé la construction de ce phare. Donc Henri III, Henri IV, Louis XIV, et ça finit par Napoléon III. Il a été créé avec des logements pour les rois. Effectivement, on l'appelle le roi des phares parce que c'est le plus majestueux de France. Comment ça vous est arrivé de devenir guide du phare? Ça vous est arrivé un jour ou c'était un rêve? J'ai remplacé monsieur Sergendron, qui a été le dernier gardien du phare de Cordouan en 2012 à partir en retraite et qui assurait jusque-là les visites et malheureusement, suite d'une maladie, il a fallu le remplacer. Comment faisait-on pour avoir de l'eau, de l'électricité et de la nourriture dans le phare? Alors chaque gardien, quand il partait sur ce phare, était chargé d'apporter sa nourriture. Pour l'eau de pluie était récupérée au niveau du phare. Pour l'électricité, ce sont des groupes électrogènes qui alimentent les maisons des gardiens et également la lanterne. Dessous, il y a une plaque métallique. Sur cette plaque, il y a une bille qui roule. Il y a une bille qui roule et qui va venir frapper la cloche. Ah, ok, d'accord. Alors, ce bruit, bien sûr, je l'ai fait qu'une fois, mais savoir qu'une bouée en mer est constamment soumise au mouvement des vagues et elle va sonner en permanence. C'est-à-dire qu'en cas de petite houle, rien ne se passe, la bille va naviguer, mais à forte mer, là, la bille va aller frapper la cloche et signaler un danger. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on vit dans un phare qui va être entouré par l'eau? Alors le plus difficile, c'est l'isolement déjà de sa famille. Ce sont des phares, relais de gardien n'est pas assuré, est assuré, mais on n'est pas sûr de pouvoir le faire en fonction de la navigation. On n'est pas sûr de pouvoir faire débarquer les nouveaux gardiens. Et donc savoir qu'une relève de phare dans les phares des purgatoires, systématiquement, on fait déjà monter les gardiens de relève et ensuite seulement descendre les gardiens qui vont être relevés. Au cas où le bateau ne puisse pas rester longtemps, il reste à 2 équipes sur le phare. On a le BX33 0545. Est-ce que c'est un bateau qui pouvait transporter les gardiens? Oui, alors c'est le bateau, le matelier, qui a servi à la relève des gardiens du phare de Cordouan au départ du Verdon. Il allait jusqu'au plateau de Cordouan. Comment fonctionne la lampe et jusqu'où voit-on Alors la lampe du phare de Cordouan est une lampe halogène qui est alimentée par un groupe électrogène qui fonctionne au fioul. La visibilité de la lanterne est de 37 km. C'est le maximum pour l'instant compte tenu de la zone à sécuriser. Le phare reste encore vraiment utile pour les bateaux, alors que le GPS existe maintenant? Alors les phares, il y a une volonté de maintenir les phares en service en cas de panne de GPS justement, pour que les bateaux puissent se repérer. Comme le phare est en mer, comment fait-on pour le protéger de
justement de la mer ou de la tempête. Alors vous avez peut-être vu sur la maquette que je vous ai présentée tout à l'heure, en face l'accès à la tour, il y a un grand mur qui encercle le phare et qui empêche à la mer de rentrer au niveau des habitations et au niveau de la cour principale. Cette cour qui récupère les eaux de pluie justement. Il ne faut pas que de l'eau salée rentre dans cette cour. Et maintenant, nous allons monter en haut du phare. Il y a beaucoup de marches. Exactement, il y a 311 marches. Là, nous sommes à la 30e. 60. Nous voici tout en haut du phare. C'est haut, très haut, super haut, mais au moins, on peut voir quasiment tout le Verdon depuis ici. Et nous voici maintenant tout en haut du phare de Grave, d'où l'on peut voir le phare de Cordouan, qui était à l'origine sur un plateau rocheux qui a été noyé au fil des années. Ce phare de Cordouan sert à matérialiser l'entrée de l'estuaire de la Gironde en formant une ligne entre le phare de Cordouan et le feu de Saint-Pierre, situé dans cette direction. Les bateaux doivent être alignés entre ces deux phares, tout en passant entre les bouées rouges et vertes, afin de ne pas naviguer sur des hauts fonds où le fond est trop haut pour que les navires naviguent et pourraient ainsi s'échouer. Est-ce que quand vous êtes allé dans ce phare, que ce soit avec des proches ou même au niveau professionnel, est-ce que vous avez eu une anecdote marrante ou incroyable pour vous à nous raconter? Pas spécialement, c'est toujours des petites réflexions d'enfants, surtout quand on a des maternelles ou autres qui s'interrogent sur le phare, mais non pas précisément de questions drôles. Si le phare pouvait parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Je pense qu'il aurait beaucoup de choses à raconter. Compte tenu de son âge, il a plus de 100 ans, il a connu la Première Guerre mondiale, 1914, il a connu après la Deuxième Guerre mondiale où il a été repeint complètement par les Allemands. Il était peint en vert pour le camouflage. Il a connu beaucoup de choses et je pense qu'il aurait beaucoup à raconter par rapport à ce qui s'est passé autour de lui. Bonjour et bienvenue à tous sur la Wave TV. Voici le JT de 15h. Une terrible invasion de guêpes envahit le centre de la Ballastière. Nous voici avec nos reporters. Nous sommes ici à la colo SNCF CCGPR à la Ballastière. Et comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses guêpes. On verra les causes de cette invasion et ainsi que les remèdes pour cette invasion dans ce reportage. Nous cherchons donc activement ce nid de guêpes en question pour savoir d'où viennent toutes ces guêpes. Donc, une stratégie qui a été mise en place était de mettre des pièges comme ceci. Si l'on met quelque chose de sucré, ça peut être du sirop ou quelque chose d'autre de sucré, les guêpes rentrent, prennent le sucre dont elles ont besoin et ressortent afin qu'elles ne viennent pas dans nos assiettes prendre notre nourriture et nous embêter. Et nous piquer surtout. Donc, comme nous avons pu le voir, il y a beaucoup de guêpes ici. Cependant, des moyens sont mis en place pour lutter contre ces guêpes, les pièges à guêpes. Il y a toujours quelques personnes qui se font piquer, mais dans l'ensemble, ces pièges fonctionnent plutôt bien. Après l'invasion de guêpes, place à la fabuleuse et majestueuse crinière de Barca, inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Après la fabuleuse crinière de Barca, voici les potins. Et est-ce que vous avez des potins ou des ragots sur la colo? Après mes informations, certaines personnes mal intentionnées auraient creusé une tombe derrière une tente, la tombe de Marley. Vous nous la montrez? Oui, moi je me souviens de la toute première nuit. On était tous crevés parce qu'on s'était levés à 5h du matin, voire même 4h pour certains. À 3h du matin, on était encore réveillés. Il y avait une jeune fille qui s'appelle Katerina qui est dans notre tente, qui à 3h du matin était en train de dire « mon cul c'est du poulet ». Alors on était tous en train de touffer de rire, mais le lendemain on était quand même fatigués et maintenant c'est quand même devenu une référence. Ça n'empêche pas qu'elle a inventé plein d'autres versions. Mon cul c'est du halouf, mon cul c'est du bâton, enfin bon voilà. J'en profite qu'il ne soit pas là pour faire place à notre fabuleux chanteur. C'est parce que j'étais pas là.
Ouais, monsieur, attendez. Bonjour, vous allez bien? Ah, guten Tag, da, yeah. Monsieur, je suis trop fan de vous. Je peux vous poser des questions, s'il vous plaît? Frisch, yeah, da. Déjà, j'avais une première question, je les ai toutes notées. Saviez-vous qu'un de vos sorties se balade dans le 91? Da, frisch. Que pensez-vous de votre demi-hit? Der Preis ist frisch. Ist gut, frisch. Est-ce que vous trouvez que vous chantez bien? Ja, frisch. Vous pensez que c'est à cause de la fille en fit? Est-ce que vous pensez que c'est elle qui a tout gâché? Da, ist frisch. Elle est nulle? Frisch. Un peu nulle ou beaucoup nulle? Frisch. Maintenant, monsieur, je vais vous demander une petite démonstration, s'il vous plaît. Bravo, monsieur. Malgré toutes ces péripéties, au revoir. Voici sur la fin de ce journal. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt. Vlog du jour.